5 janvier 2026. Un pilote de wingsuit sponsorisé par Red Bull se tient quelque part près du sommet de la montagne de la Table, au Cap. Combinaison enfilée, lunettes baissées, il connaît ce sport mieux que presque n'importe qui au monde. Ceci n'est qu'un saut de routine de plus. Il décolle. 33 jours plus tard, dans les Alpes françaises, un double champion du monde fixe le Mont Blanc depuis un hélicoptère à 16 000 pieds. C'est juste un autre jour d'entraînement. Prêt ? Attention, partez. Il saute. Les deux hommes étaient au sommet absolu de leur carrière. Les deux l'avaient déjà fait des centaines de fois auparavant. Ce qui se passe ensuite défie toute logique. Les premiers décès en wingsuit de 2026 sont presque incroyables. D'un saut illégal calculé sur la montagne la plus meurtrière d'Afrique du Sud à un système de parachute qui a défié les lois de la physique au-dessus du Mont Blanc. Voici leur dernier vol. Bienvenue à l'extrême limite. Le 5 janvier 2026, Catherine Smith faisait une randonnée avec son fils de 9 ans dans la gorge de Platklip en Afrique du Sud. En entendant un bruit venu d'au-dessus d'elle sur la pente, comme un moteur à réaction ou quelque chose du genre. Et cela devenait de plus en plus fort, terriblement fort, tout autour d'elle. D'autres randonneurs, également déconcertés, étaient dispersés sur le même sentier. Puis, elle sentit l'air bouger au-dessus de sa tête, comme si quelque chose d'énorme venait de passer à quelques centimètres de son crâne. Puis, boum, elle a entendu un fracas incroyablement fort et terrifiant, puis le silence. À 1,50 m de l'endroit où elle se tenait avec son fils, l'un des pilotes de wingsuit les plus décorés au monde venait de s'écraser au sol à 190 km/h. Il s'appelait Brendan Weinstein. Il avait 32 ans et c'était la dernière personne que quiconque aurait imaginé tenter un saut comme celui-ci. Brendan était président de Base Access, une association à but non lucratif entièrement fondée sur l'idée que le base jump méritait d'exister dans le monde. L'organisation formait les sauteurs à un comportement responsable et se battait également pour l'accès à des sites de sauts légaux. Il a passé des années à voyager, à prendre la parole, à défendre la cause et à lutter contre l'image des base jumpers comme des accros à l'adrénaline irresponsables qui se fichaient à des conséquences. Toute sa vie publique reposait sur l'argument que le base jump, lorsqu'il est pratiqué de manière responsable et prudente, est sûr. Le palmarès de vol qu'il avait construit pendant plus de 10 ans rendait cet argument impossible à rejeter. Brendan avait effectué plus de 1600 vols en wingsuit, plus de 800 sauts base et plus de 1000 sauts en parachute au cours de sa carrière. Ces vols étaient d'une telle maîtrise technique qu'ils ont été présentés dans le monde entier par Red Bull, GoPro, The Weather Channel et MSN. Ce niveau de reconnaissance vous place sur une liste très restreinte d'êtres humains sur la planète. Sa compagne aimante soutenait pleinement sa carrière aérienne. Ils avaient même un fils. C'était exactement le type de personne dont le sport avait besoin. Assez compétent pour être pris au sérieux, assez responsable pour qu'on lui fasse confiance et assez visible pour compter. C'est ce qui rend ce qui s'est passé le 5 janvier 2026 si difficile à expliquer. Ce jour-là, Brendan se trouvait dans un endroit où personne qui le connaissait ne l'aurait jamais imaginé. Il prenait le téléphérique jusqu'au sommet de la montagne de la Table, au Cap, en Afrique du Sud. Dans ce téléphérique, il tenait un sac de sport d'un air suspect. Il était calme, mais vigilant. Si les opérateurs avaient su ce qu'il avait sur lui, ils auraient arrêté la cabine et lui auraient demandé de sortir. Le parc national de la montagne de la Table est l'un des sites naturels les plus reconnaissables au monde. À 1085 mètres d'altitude, elle domine la ville du Cap et sa forme plate est si distinctive qu'elle figure sur le drapeau de la ville du Cap. Chaque jour, des milliers de touristes prennent le téléphérique jusqu'au sommet. Des milliers d'autres arpentent ces sentiers. Des familles, des groupes scolaires, des touristes internationaux. La gorge est animée chaque matin. Le base jump dans le parc est complètement, catégoriquement et formellement interdit. Il y a des panneaux, des gardes forestiers et des règles claires qui l'interdisent formellement. La communauté locale le savait. Les autorités du parc l'appliquaient. Mais cela n'allait pas arrêter Brendan. Ce sac de sport qu'il portait avec précaution contenait son équipement de base jump soigneusement dissimulé. Il est arrivé au sommet, est descendu et a marché 15 minutes depuis la station du téléphérique jusqu'à un endroit au-dessus de la gorge de Platklip. D'autres touristes étaient déjà là. Ils l'ont regardé installer son équipement. Personne ne l'a arrêté. Personne ne pouvait.
À 9 heures du matin, Brendan a posé le pied sur le bord de la montagne de la table et a sauté. Pendant quelques secondes, il planait avec aisance, observant la gorge en contrebas s'étendre sous la splendeur du soleil du matin. C'était juste un autre saut, juste une autre montagne. Tout était parfait. Et puis c'est arrivé. Vous voyez, le base jump en wingsuit n'est pas comme n'importe quel autre sport extrême sur la planète. Bien sûr, ça semble vraiment facile à décrire. Après tout, ce sont juste des athlètes qui portent une combinaison spécialement conçue avec des panneaux de tissu tendu entre les bras et les jambes. Cela transforme leur corps en un véritable avion vivant, leur permettant de planer dans les airs et de parcourir d'énormes distances avant d'ouvrir un parachute pour atterrir. Et quand ça fonctionne, c'est vraiment l'une des choses les plus extraordinaires qu'un être humain puisse vivre. Ceux qui volent affirment que c'est ceux qui se rapprochent le plus du vol sans assistance. Mais la même caractéristique qui le rend si exaltant le rend aussi impitoyable. En parachutisme classique, où l'on saute d'un avion à environ 3000 mètres d'altitude, par exemple, on a environ 60 secondes de chute libre pour se réajuster si quelque chose ne va pas. Vous avez un parachute de secours au cas où. Et vous avez tout l'espace du ciel pour corriger votre position. En base jump en wingsuit, lorsque vous sautez d'un objet fixe, le temps n'est pas votre allié. Vous avez peut-être 4 ou 5 secondes avant de toucher le sol. Il n'y a pas de filet de sécurité et vous ne tombez pas simplement dans le vide. Vous traversez un environnement physique spécifique à très grande vitesse avec des rochers tout autour de vous. Ce qui signifie qu'avant même de vous approcher du bord d'une falaise pour sauter, vous devez connaître cette montagne précise, cette pente précise, la façon dont l'air se comporte en passant sur cette paroi rocheuse précise à ce moment précis du matin. L'itinéraire exact à suivre en vol, le moment précis où commencer à remonter. Vous ne pouvez vous tromper sur aucun détail, pas même d'une infime fraction. Il n'y a pas de seconde chance. Alors que Brenton volait pendant les premières secondes, tout lui semblait familier. Et puis, quelque chose l'a poussé. Ce n'était pas vraiment du vent, ni vraiment des turbulences, mais une force qu'il n'avait jamais ressentie sur aucune autre montagne où il avait sauté. Cette force plaquait son corps plus bas qu'il n'aurait dû, plus bas que prévu, à un niveau où il n'avait aucune marge. Il perdait de l'altitude. Il ne pouvait pas se permettre de perdre. Les rochers qui étaient censés être loin en dessous de lui remontaient rapidement. Le sommet plat de la montagne de la table crée un phénomène bien connu des pilotes qui y avaient déjà sauté. Lorsque l'air frappe cette immense surface plate et passe par-dessus le bord, il ne tombe pas simplement, il tourbillonne. Il revient sur lui-même. Il pousse le corps du sauteur dans des directions imprévues. Les base jumpers locaux qui avaient déjà sauté de cette montagne le savaient. Ils savaient comment le corriger. Brendan ne le savait pas. Et à 190 km à l'heure, avec les rochers qui approchaient rapidement, il n'y avait plus de temps pour corriger. Les randonneurs sur la gorge de Platclip l'ont entendu avant de le voir. Ils ont entendu un bruit étrange d'en haut, de plus en plus fort, semblable à un moteur à réaction prêt à atterrir. Et puis, boum, c'était Brendan Weinstein qui s'écrasait au sol à 190 km à l'heure. Comme vous pouvez l'imaginer, l'impact de la chair humaine frappant le sol dur de la montagne à la vitesse d'une voiture de course n'était pas beau à voir. Brendan a percuté le sol en plein milieu du sentier. Il avait frappé les rochers avec une telle force que ses fluides rouges ont éclaboussé les randonneurs qui se trouvaient autour. Un randonneur a dû sprinter pour sortir de sa trajectoire afin de ne pas se faire percuter. Un autre est resté immobile, complètement stupéfait par sa chance. Il s'était arrêté un instant plus tôt pour discuter avec ses amis. S'il avait été juste un peu plus rapide 10 secondes plus tôt, Brendan serait entré en collision avec lui à pleine vitesse. C'est dire à quel point c'était serré. En quelques minutes, les équipes de recherche et de sauvetage ont été alertées et déployées sur les lieux à Platclip Gorge. Les équipes au sol ont gravi le sentier escarpé tandis qu'un hélicoptère de l'Air Mercy Service survolait la zone. Ils ont trouvé Brendan facilement. Aucune réanimation d'urgence n'a été pratiquée. Ce n'était clairement pas nécessaire. La récupération a été effectuée avec soin et délicatesse. À 11h30, son corps a été évacué par hélicoptère de la montagne et remis au service de police sud-africain dans une zone d'atterrissage à proximité. Toute l'opération, depuis le moment où il a sauté jusqu'à celui où il a quitté la montagne, a duré moins de 3 heures. Les blessures à son visage étaient si graves qu'il a fallu une identification formelle par ADN pour confirmer qu'il s'agissait bien de Brendan.
Sa famille a été informée et comme ça, le champion de ce sport n'était plus. Ce qui rend cette histoire si difficile à accepter pour moi, c'est que le saut que Brendan a choisi de tenter n'est pas impossible. Le point de saut au-dessus de Platklip-Gorge avait déjà été utilisé avec succès de nombreuses fois par le passé. Jeff Aleph, ex-parachutiste sud-africain connaissant bien la communauté locale de base jumpers, a confirmé dans une interview quelques jours après l'accident que le site avait une histoire. Mais Jeff a également dit quelque chose d'autre qui était profondément troublant. Brendan n'avait contacté aucun des base jumpers locaux du Cap avant de faire le saut. C'était eux qui connaissaient ce point de sortie précis, cette pente spécifique, ces conditions aérodynamiques particulières. Brendan n'a tout simplement pas demandé d'aide. Il est allé directement sur le site de lancement. Comment un homme avec 1600 vols en wingsuit, un homme qui connaissait ce sport sur le bout des doigts, n'a-t-il pas passé un seul coup de fil avant de sauter de cette falaise ? Certains pourraient appeler ça de l'arrogance, mais cela ne rend pas justice à ce qui se passe réellement dans l'esprit de quelqu'un comme Brendan Weinstein. Brendan savait que ce saut testait les limites de la loi. C'est peut-être pour ça qu'il n'a appelé personne. Dès que tu passes ce coup de fil, tu as un témoin et les témoins compliquent les choses. Donc, la même décision qu'il a gardée cachée l'a peut-être aussi empêché de savoir la seule chose qui aurait pu le sauver. On peut seulement imaginer l'état d'esprit avec lequel il a sauté, conscient d'enfreindre la loi. Peut-être a-t-il ressenti de la peur ou de l'anxiété avant de sauter. Je ne peux m'empêcher de me demander. Si Brendan avait contacté les pratiquants locaux de base jump, serait-il encore en vie ? Peut-être qu'il l'aurait arrêté ou au moins averti. Je ne sais pas. Que se passe-t-il si la préparation est parfaite, mais que tout tourne mal ? Ce qui est arrivé à ce pilote pourrait suggérer une autre théorie sur ce qui est arrivé à Brendan. 7 février 2026, Mont-Blanc, les Alpes françaises. En levant les yeux vers le ciel au-dessus de la vallée de Chamonix ce matin-là, vous auriez été horrifié par ce qui s'y passait. Vous auriez vu un homme en wingsuit tournoyer de façon incontrôlable, allant beaucoup trop vite, bien trop vite. Le nom du pilote était Pierre Wolnik. Il avait 37 ans et était double champion du monde de free fly. Et il était, selon l'avis de tous ceux dans le sport qu'il avait déjà vu voler, l'un des meilleurs pilotes de wingsuit que la France ait jamais produit. Je n'exagère pas. Le free fly est la discipline la plus technique du parachutisme de compétition. Imaginez tomber dans le ciel à 240 km/h, non pas tout droit, comme une pierre, mais dans toutes les directions, en avant, en arrière, sur les côtés, la tête en bas, pendant que d'autres athlètes tombent juste à côté de vous. Et vous vous déplacez tous à cette même vitesse terrifiante, tout en essayant de maintenir une formation précise ensemble. Votre corps est votre seul outil. Il n'y a pas de joystick, pas de volant, pas de moteur, juste vos bras, vos jambes, votre tronc, et la capacité de lire l'air autour de vous et de faire des corrections en temps réel avant que la prochaine demi-seconde n'arrive. C'est comme essayer d'organiser une photo de groupe alors que tout le monde tombe d'un immeuble. Il n'y a aucune marge d'erreur. Pierre a remporté le championnat du monde de free fly en 2022. C'est le titre le plus prestigieux dans ce sport. Au cas où on penserait que c'était de la chance, il a gagné encore en 2024. En dehors des compétitions, Pierre était vidéaste pour la Fédération française de parachutisme et coach en soufflerie, enseignant aux athlètes confirmés le contrôle du corps en chute libre dans des environnements contrôlés. Il faisait partie de l'équipe française qui se préparait pour les championnats du monde FAI 2026. Il était en somme un homme au sommet de sa carrière qui avait encore tout devant lui. Un saut comme celui qu'il effectuait ce matin de février était censé n'être rien du tout. Et pendant les premières secondes, c'est exactement ce que c'était. Rien. Sa wingsuit s'est remplie d'air, son corps s'est installé dans la chute libre, et les Alpes s'étendaient sous lui exactement comme elles l'avaient toujours fait. Lorsqu'il a atteint l'altitude souhaitée, il a attrapé la poignée de son parachute et a tiré. Ce qui était censé se passer est simple. Le parachute pilote devait se déployer dans le flux d'air. Le flux d'air l'aurait attrapé et gonflé, tirant la voile principale hors du conteneur sur son dos. La voile se déploierait, attraperait l'air, et en 2 à 3 secondes, Pierre passerait d'une chute à 190 km/h à une descente en douceur. C'était le plan. Mais lorsque Pierre a tiré, rien ne s'est passé. Son parachute n'a tout simplement pas fonctionné. Pierre Wolnik, double champion du monde et l'un des pilotes les plus prudents de sa génération, tombait impuissant vers la vallée en contrebas. Et il n'y avait rien que lui ou quiconque observant depuis cet hélicoptère puisse faire. Les pilotes de wingsuit portent un parachute de secours précisément pour ce genre de situation. Lorsque le principal échoue, on attrape le secours. Vous tirez et dans 99,7% des cas, il s'ouvre. Ce chiffre n'est pas théorique. Il est le résultat de décennies d'ingénierie, de tests et de perfectionnement. Le parachute de secours est dit en pratique la garantie.
Si vous l'attrapez et le tirez correctement, vous survivez. Donc ce qui devrait se passer ensuite est simple. Pierre attrape son secours, Pierre tire, Pierre survit. Sauf que le 7 février 2026, Pierre a violemment touché le sol dans le village de Les Bossons, juste en dessous du Mont Blanc. Les secours sont arrivés en quelques minutes, mais il n'y avait rien à faire. Il a été déclaré mort sur place. Aucun résultat d'enquête n'a été rendu public. On ignore ce qui s'est passé entre l'échec du parachute principal de Pierre et le moment où il a heurté le sol. Qu'il ait atteint le parachute de secours, l'ait déclenché ou non, ou s'il se serait ouvert, la réponse officielle reste pour l'instant le silence. Ce qui est illogique dans cette histoire, c'est que Pierre était le moins susceptible de négliger la vérification ou le pliage de son parachute. Ses collègues disaient qu'il vérifiait son équipement 3 fois avant de sauter et comptait des centaines de sauts. Dans ce sport, nul ne maîtrisait mieux que lui la procédure de déploiement du parachute de secours. Petite info, chaque mois sur Patreon, je publie une vidéo exclusive que vous ne trouverez nulle part ailleurs, le lien est dans la description. Ce qui est arrivé à Pierre là-haut est la situation la plus rare et inconfortable de ce sport. Quand un parachute ne fonctionne pas, la voile de secours est votre dernière ligne de défense et elle fonctionne 99,7% du temps. Bien activée, la voile de secours vous sauve la vie, c'est la garantie physique la plus sûre. Mais comme le disent beaucoup de parachutistes, le matériel ignore qui vous êtes. Ça marche ou ça ne marche pas. Chaque parachutiste qui pratique ce sport depuis assez longtemps le comprend d'une manière ou d'une autre. Ils l'acceptent ou ils arrêtent de sauter. Pierre le savait. Quelques mois plus tôt, en octobre, il avait publié une vidéo de lui et d'un autre parachutiste survolant une large chaîne de montagnes avec une légende. Beaucoup d'entre nous prennent ce mystère de la vie pour acquis, au point de ne même pas s'interroger sur la nature de cette expérience avant la toute fin. Je ne sais pas ce que Pierre voulait dire alors. Je ne pense pas qu'il savait non plus ce qu'il voulait dire, mais un psychologue du sport spécialisé dans les athlètes extrêmes le reconnaîtrait immédiatement. Le docteur James Reinhardt appelait cela la dégradation de l'expertise. Plus vous survivez à des sauts, plus votre cerveau commence à considérer la survie comme le résultat par défaut. Non pas parce que le risque disparaît, mais parce que votre cerveau est inondé de preuves de votre propre survie. En conséquence, vous perdez votre vigilance accrue et vous laissez gagner par un excès de confiance. Et quelque part dans cet écart entre le risque réel et le risque ressenti, Pierre, un champion du monde, a écrit cela pour se rappeler de ressentir ce que la plupart des gens ne prennent jamais le temps de ressentir. Ces mots résonnent différemment aujourd'hui. Pierre n'a jamais eu l'occasion de défendre son titre de free fly pour la 3e fois. Il avait 37 ans, Pierre a tout fait correctement jusqu'à ce que son équipement le trahisse sans prévenir ce matin-là au-dessus du Mont Blanc. Le prochain sauteur a été approché par des experts avant son saut qui lui ont expliqué exactement ce qui allait mal se passer et comment y remédier. Il les a regardés dans les yeux et a dit 4 mots. Voici ce qui s'est passé ensuite.